Pourquoi fabriquer les miroirs? De Versailles, tuer les ouvriers. Chaque année, des millions de touristes traversent la Gagak-Ouas, la galerie des glaces. Ils admirent les 357 miroirs. Ils se photographient devant, ils repartent émerveillés. Mais personne ne leur dit la vérité. Ces miroirs ont tué ceux qui les ont fabriqués. Pas d'un coup, lentement. Dans des ateliers secrets, des ouvriers manipulaient à main nue un poison invisible. Le mercure. Ils ne savaient pas qu'ils signaient leur arrêt de mort. Leurs mains se sont mises à trembler, puis leur mémoire s'est effacée, puis ils ont perdu la raison. Et pendant ce temps, Louis XIV contemplait son reflet dans la plus belle galerie d'Europe. Ce soir, je vais vous révéler ce que les guides touristiques ne racontent jamais. Comment la France a volé le secret des miroirs à Venise. Comment des dizaines d'hommes ont sacrifié leur vie pour la gloire d'un roi. Et pourquoi leurs noms ont été effacés de l'histoire. Derrière chaque reflet de Versailles se cache un sacrifice oublié. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, celles qu'on ne vous a jamais enseignées, abonnez-vous maintenant. Parce que chaque semaine, on ouvre ensemble les portes des archives oubliées. Et maintenant, retournons 350 ans en arrière. Il existe une île au large de Venise où le feu ne s'éteint jamais. Cette île s'appelle Murano. Et depuis le XIIIe siècle, elle garde l'un des secrets les mieux protégés d'Europe. Imaginez, des dizaines de fours qui brûlent jour et nuit, une chaleur si intense qu'elle déforme l'air, des silhouettes d'hommes penchés sur des creusets de verre en fusion, et partout, cette lumière orange qui danse sur les murs de pierre. Ces hommes sont des maîtres verriers, les plus habiles du monde. Ils transforment le sable en cristal, le plomb en éclat, le feu en beauté. Leur création voyage jusqu'aux cours les plus lointaines. Les rois d'Europe se les arrachent, les nobles les collectionnent comme des trésors. Mais parmi toutes leurs créations, il en est une qui vaut plus que toutes les autres réunies. Le miroir, pas n'importe quel miroir, le miroir vénitien, celui qui reflète la lumière avec une pureté que personne d'autre ne sait reproduire, celui qui transforme une pièce sombre en palais lumineux, celui qui coûte parfois le prix d'un domaine entier. À cette époque, un seul miroir de grande taille peut valoir autant qu'un tableau de maître. Les aristocrates européens s'endettent pour en posséder un. C'est le summum du luxe, le symbole absolu du pouvoir et de la richesse. Et Venise détient le monopole. Mais ce monopole n'est pas né du hasard, il est né de la peur. Au XIIIe siècle, la République de Venise a pris une décision radicale. Elle a déplacé tous ses verriers sur l'île de Murano. Officiellement, c'est pour protéger la ville des incendies que provoquent les fours. Officieusement, c'est pour enfermer un secret. Car les verriers de Murano ne sont pas seulement des artisans, ce sont des prisonniers dorés. Ils vivent bien, ils gagnent bien, ils sont respectés, mais ils n'ont pas le droit de partir. La loi vénitienne est formelle. Tout verrier qui quitte l'île sans autorisation sera poursuivi. Tout verrier qui révèle les secrets de fabrication à un étranger sera condamné à mort. Et si le traître parvient à fuir, sa famille entière sera emprisonnée. Ce n'est pas une menace en l'air. Le Conseil des 10, le redoutable tribunal secret de Venise, veille. Ces espions sont partout, ces assassins aussi. Le secret des miroirs vaut plus que la vie d'un homme. Mais quel est ce secret
Exactement. Pourquoi les miroirs de Venise sont-ils si parfaits, alors que tous les autres paraissent ternes et déformés? La réponse tient en un seul mot. Un mot qui va hanter ce documentaire jusqu'à la fin. Mercure. Pour comprendre, il faut savoir comment on fabrique un miroir à cette époque. Une plaque de verre, seule, ne reflète rien. Elle est transparente. Pour qu'elle renvoie la lumière, il faut déposer sur sa surface une couche brillante, métallique, qui agit comme un écran. Les Vénitiens ont découvert la méthode parfaite. Ils versent d'abord une fine couche d'étain liquide sur une table de marbre parfaitement plane. Puis, ils y ajoutent du mercure, ce métal étrange, liquide à température ambiante, qui brille comme de l'argent fondu. L'étain et le mercure fusionnent pour former ce qu'on appelle un amalgame. Ensuite, les ouvriers font glisser délicatement la plaque de verre sur cet amalgame brillant. Ils la pressent pendant des heures, parfois des jours, pour que le mélange adhère parfaitement à la surface. Et quand ils la relèvent enfin, le miracle s'est produit. Le verre est devenu miroir, un miroir d'une pureté incomparable. Cette technique s'appelle l'étamage au mercure, et pendant des siècles, elle reste le secret le mieux gardé de l'artisanat européen. Mais il y a une chose que les Vénitiens ne disent jamais. Le mercure tue, pas tout de suite, pas d'un coup, lentement, silencieusement, comme un poison qui prend son temps. Dans les ateliers de Murano, les ouvriers manipulent le mercure à main nue. Ils le versent, l'étalent, le pressent. Ils respirent, ces vapeurs invisibles. Ils travaillent des heures dans des pièces mal ventilées où l'air est saturé de particules toxiques. Au début, ils ne remarquent rien. Le mercure n'a pas d'odeur. Il brille comme un joyau. Il coule entre les doigts comme de l'eau magique. Puis, après quelques mois, les premiers symptômes apparaissent. Les mains commencent à trembler, d'abord légèrement, puis de plus en plus fort. Les ouvriers n'arrivent plus à tenir leurs outils avec précision. On dit qu'ils tremblent comme des miroitiers. Cette expression existe vraiment. Elle est née dans ces ateliers. Ensuite viennent les maux de tête, les insomnies, les sautes d'humeur. Les ouvriers deviennent irritables, anxieux, parfois violents sans raison. Puis, la mémoire s'efface. Ils oublient les noms de leurs enfants. Ils se perdent dans des rues qu'ils connaissent depuis toujours. Ils ne reconnaissent plus leur propre visage dans ces miroirs qu'ils ont fabriqués. Et à la fin, c'est la folie, les hallucinations, la paralysie, la mort. Les médecins de l'époque ne comprennent pas. Ils parlent de fièvre des artisans, de mélancolie des ateliers. Ils ne font pas le lien avec le mercure, ou peut-être qu'ils préfèrent ne pas le faire, car à Venise, le secret vaut plus que la vie des ouvriers. Cette vérité est connue de quelques-uns. Les maîtres verriers les plus expérimentés savent que leur métier les condamne. Ils voient leurs collègues vieillir prématurément, perdre leurs facultés, mourir avant l'âge. Mais ils continuent, parce que c'est leur seul moyen de gagner leur vie. Parce que partir signifierait la mort certaine, celle décrétée par le Conseil des 10. Ils sont prisonniers 2 fois, prisonniers de l'île et prisonniers du poison. Un voyageur français qui visite Murano à cette époque écrit dans son journal « Les miroirs de Venise sont si parfaits qu'ils semblent contenir la lumière elle-même. Il ne mentionne jamais ceux qui meurent pour les fabriquer. À des centaines de kilomètres de là, un homme observe ces miroirs avec envie. Il s'appelle Jean-Baptiste Colbert. Il est le ministre le plus puissant de France. Et il déteste l'idée que son pays dépende de Venise pour quoi que ce soit.
Colbert a une obsession, l'indépendance économique. Chaque livre d'or qui quitte la France pour acheter un produit étranger est une blessure à son orgueil, et les miroirs vénitiens coûtent des fortunes. Il a une idée audacieuse, une idée dangereuse. Si Venise refuse de partager son secret, alors la France va le voler. Et pour cela, Colbert est prêt à tout, y compris à envoyer des espions au cœur de la République, la plus paranoïaque d'Europe, y compris à organiser l'évasion de verriers condamnés à mort, y compris à déclencher une guerre secrète dont personne, à l'époque, ne mesure les conséquences. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le secret qu'il va voler à Venise, il va aussi en voler le poison. Et ce poison va tuer des Français. Nous sommes en 1664. Dans son bureau parisien, Jean-Baptiste Colbert déroule une carte de l'Europe. Son regard s'arrête sur Venise. Colbert n'est pas un rêveur, c'est un calculateur, un obsédé des chiffres et des bilans. Chaque soir, il épluche les registres du commerce français. Et chaque soir, le même constat le met en rage. La France achète trop à l'étranger. Les tapisseries viennent des Flandres, les soieries arrivent d'Italie. Et les miroirs, ces objets de luxe que tous les nobles s'arrachent, viennent exclusivement de Venise. Des fortunes quittent le royaume. Des montagnes d'or filent vers la lagune. Et Colbert ne supporte plus cette hémorragie. Il a une devise qu'il répète à qui veut l'entendre. La France ne doit rien acheter à l'étranger qu'elle ne puisse fabriquer elle-même. Les miroirs ne feront pas exception. Mais comment voler un secret gardé depuis 4 siècles? Comment pénétrer une île-prison surveillée par les espions du Conseil des 10? Comment convaincre des hommes de trahir leur patrie, sachant que cette trahison les condamne à mort? Colbert a la réponse. L'argent et la patience. Il convoque l'ambassadeur de France à Venise. Il lui confie une mission secrète qui ne doit jamais apparaître dans aucun document officiel. Cette mission, approcher les maîtres verriers de Murano, les sonder, les tenter, leur offrir ce que Venise ne leur donnera jamais, la liberté et la fortune. L'ambassadeur recrute des intermédiaires, des hommes de l'ombre qui connaissent les tavernes de Murano, qui savent à qui parler, qui peuvent glisser une proposition dans l'oreille d'un artisan mécontent, car tous les verriers ne sont pas heureux de leur sort. Certains rêvent de partir, d'autres croulent sous les dettes, d'autres encore en veulent à la République qui les traite comme des prisonniers de luxe. Ces hommes-là, Colbert va les acheter. Les négociations durent des mois. Elles se font dans le secret le plus total. Un mot de trop. Et c'est la mort assurée. Pour les verriers comme pour les agents français, Colbert promet des merveilles. Des salaires 3 fois supérieurs à ceux de Venise. Des logements confortables en France, des privilèges royaux, la protection personnelle du roi de France. Et surtout, il promet l'anonymat. Personne ne saura jamais qui a trahi. Peu à peu, les résistances tombent. Un premier verrier accepte, puis un deuxième, puis toute une équipe. Il ne reste plus qu'à organiser la fuite. Une nuit de 1665, plusieurs silhouettes quittent Murano en barque. La lagune est noire, pas de lune, pas de torche. Les rames frappent l'eau en silence. Les hommes retiennent leur souffle. Ils savent que des patrouilles vénitiennes surveillent les canaux. Ils savent que s'ils sont pris, c'est la prison. Ou pire, dans leur bagage, ils n'emportent presque rien. Quelques vêtements, quelques outils, mais dans leur tête, ils transportent le trésor le plus précieux d'Europe,
le secret de l'étamage au mercure. Ils traversent la terre ferme. Ils franchissent les Alpes par décols enneigés. Des agents français les escortent, les protègent, les cachent dans des relais secrets. Le voyage dure des semaines, et un jour, enfin, ils arrivent en France. Colbert les accueille comme des héros. Il tient parole. Les verriers reçoivent des salaires royaux, des logements spacieux, des privilèges que même les artisans français n'ont pas. On les installe d'abord à Paris, dans un atelier discret du faubourg Saint-Antoine. Colbert écrit dans sa correspondance « Il faut que ces ouvriers soient traités avec tous les égards, car ils portent avec eux le secret qui fera la grandeur de nos manufactures. La manufacture royale des glaces est née. Elle deviendra plus tard Saint-Gobain, l'une des plus anciennes entreprises du monde, encore en activité aujourd'hui. Mais Venise n'a pas dit son dernier mot. Quand le Conseil des Dix apprend la trahison, la fureur est totale. Des espions vénitiens sont immédiatement envoyés en France. Leur mission, retrouver les traîtres, les ramener ou les éliminer. Des lettres de menaces arrivent aux verriers. On leur promet la mort. On leur décrit ce qui arrivera à leurs familles restées à Venise. Certains ouvriers, terrorisés, abandonnent tout et rentrent en Italie, préférant affronter la justice vénitienne plutôt que de vivre dans la peur. D'autres disparaissent mystérieusement, empoisonnés, murmurent certains. L'ironie est cruelle. Ces hommes qui manipulaient le mercure chaque jour auraient été tués par un autre poison. Mais quelques-uns résistent. Ils restent en France. Ils transmettent leur savoir à des apprentis français. Et lentement, la manufacture royale commence à produire ses premiers miroirs. Colbert a gagné son pari. La France ne dépend plus de Venise. Mais dans sa victoire, il a importé quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Le secret des miroirs, c'est le mercure. Et le mercure, c'est la mort. Ce que les Vénitiens savaient depuis des générations, les Français vont l'apprendre à leur tour. Dans les ateliers de la manufacture royale, des ouvriers vont bientôt trembler, perdre la mémoire, sombrer dans la folie. Et cette fois, ce ne seront pas des Italiens, ce seront des paysans français, recrutés dans les campagnes de Picardie, attirés par la promesse d'un salaire régulier. Des hommes qui ne savent ni lire ni écrire. Des hommes à qui personne n'explique les risques. Des hommes qui vont mourir pour que Louis XIV puisse contempler son reflet. La manufacture royale des glaces s'installe d'abord à Paris, puis elle déménage en Picardie, dans un village qui va devenir célèbre, Saint-Gobain. C'est là, au milieu des forêts et des champs, que la France va fabriquer ses premiers grands miroirs. C'est là aussi que des dizaines d'hommes vont perdre leur santé, leur raison et parfois leur vie. Les bâtiments sont immenses. Des hangars de pierre où s'alignent les fours, les tables de marbre, les stocks de verre brut. L'activité ne s'arrête jamais. Les commandes affluent de tout le royaume. Car Louis XIV a un projet démesuré, un projet qui va nécessiter plus de miroirs que la France n'en a jamais produit. Ce projet, c'est Versailles. Dans un coin de la manufacture, il y a une salle que les ouvriers redoutent. On l'appelle l'atelier d'étamage. C'est là que le verre devient miroir. C'est là que le mercure fait son œuvre. La pièce est basse de plafond. Les fenêtres sont petites, souvent fermées pour éviter les courants d'air qui pourraient rider la surface du mercure. L'air y est lourd, épais, chargé d'une odeur métallique que les ouvriers finissent par ne plus sentir. Au centre, de grandes tables de marbre parfaitement planes. Sur ces tables,
Les ouvriers versent d'abord une couche d'étain liquide, puis ils ajoutent le mercure. Ce métal argenté qui coule comme de l'eau, qui brille comme un bijou, qui ne révèle jamais sa vraie nature. Les hommes travaillent à main nue. Ils étalent l'amalgame avec des chiffons. Ils ajustent la plaque de verre au millimètre près. Ils pressent, ils lissent, ils recommencent. Pendant des heures, pendant des jours. Personne ne leur a dit que chaque geste les rapproche de la mort. Le mercure est un poison sournois. Il pénètre par la peau, il s'infiltre par les poumons, il entre par les yeux, et une fois dans le corps, il ne ressort plus. Il s'accumule lentement, jour après jour, semaine après semaine. Les premiers symptômes apparaissent après quelques mois de travail. D'abord, ce sont les mains qui tremblent. Les ouvriers n'arrivent plus à tenir une cuillère sans la renverser. Ils n'arrivent plus à écrire leur nom pour ceux qui savent écrire. On appelle cela le tremblement des miroitiers. C'est presque devenu normal, presque banal. Puis viennent les maux de tête, les insomnies, les cauchemars. Les ouvriers dorment mal. Ils se réveillent en sueur. Ils ont des visions étranges. Ensuite, c'est la mémoire qui flanche. Un homme oublie le chemin de sa maison. Un autre ne reconnaît plus sa femme. Un troisième répète la même phrase 10 fois de suite, sans s'en rendre compte. Et à la fin, c'est la folie, les hallucinations, la paralysie, la mort. Un rapport médical de l'époque décrit froidement: les ouvriers qui travaillent au mercure sont sujets à des tremblements continuels, à la perte des dents, à des douleurs dans les membres, et finissent souvent par perdre l'usage de la raison. Mais ce rapport ne changera rien, car la France a besoin de miroirs. Et le roi n'attend pas. En 1678, Louis XIV lance le chantier le plus ambitieux de son règne, la Galerie des Glaces, 73 mètres de long, 10 mètres de large, 12 mètres de haut. D'un côté, 17 immenses fenêtres qui donnent sur les jardins. De l'autre, 17 arcades remplies de miroirs. 357 miroirs au total. Jamais personne n'a tenté quelque chose d'aussi grand. Jamais personne n'a osé imaginer autant de verre, autant de lumière, autant de reflets dans un seul espace. Louis XIV veut éblouir le monde. Il veut que chaque ambassadeur, chaque prince, chaque visiteur qui entre dans cette galerie comprenne immédiatement: la France est la première puissance d'Europe et son roi est le plus grand de tous. À Versailles, l'architecte Jules Hardouin-Mansart supervise les travaux. Le peintre Charles Lebrun couvre les plafonds de fresques glorieuses. Des centaines d'artisans travaillent jour et nuit. Mais les miroirs arrivent au compte-gouttes, car à Saint-Gobain, la production ne suit pas. Fabriquer un miroir de grande taille prend des semaines. Chaque plaque doit être parfaite. Le moindre défaut, la moindre bulle, la moindre impureté, et le miroir est refusé. Les exigences royales sont impitoyables. Alors on augmente la cadence. On recrute plus d'ouvriers. On allonge les journées de travail. Les hommes passent plus de temps dans l'atelier d'étamage. Ils manipulent plus de mercure. Ils respirent plus de vapeurs toxiques. Les registres de la manufacture mentionnent des dépenses croissantes pour soins aux ouvriers malades. Ils mentionnent des secours aux veuves et aux orphelins, mais ils ne mentionnent jamais le nombre de morts. Ce chiffre, personne ne veut le connaître. En 1684, la Galerie des Glaces est enfin terminée. Louis XIV organise une inauguration somptueuse. Les ambassadeurs du monde entier sont invités. Ils traversent la galerie
éblouis par les reflets infinis. Ils admirent les plafonds peints, les dorures, les lustres de cristal. Ils comprennent le message. La France a surpassé Venise. La France n'a plus besoin de personne. Le roi contemple son œuvre. Il se regarde dans ses 357 miroirs. Il voit sa gloire multipliée à l'infini. Il ne voit pas les mains tremblantes des ouvriers de Saint-Gobain. Il ne voit pas les veuves qui pleurent en Picardie. Il ne voit pas les hommes qui ont perdu la raison pour que cette lumière existe. Un contemporain écrira plus tard : le roi voulait que tout fût prêt pour la gloire de la France. Il ne demandait jamais à quel prix. Le prix, ce sont des vies humaines, des vies anonymes, des vies oubliées. Appelons-le Jean, ce n'est probablement pas son vrai nom. Son vrai nom, personne ne l'a retenu. Il n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Aucune plaque ne porte son souvenir. Mais il a existé. Lui et des centaines d'autres comme lui. Jean est un paysan picard. Il a 30 ans, une femme, 3 enfants. Sa ferme ne rapporte plus assez. Les récoltes sont mauvaises. Les impôts sont lourds. L'hiver dernier, sa famille a eu faim. Alors quand un recruteur de la manufacture royale passe dans son village, Jean écoute. L'homme parle d'un travail régulier, d'un salaire fixe versé chaque mois, d'un logement près de l'atelier. Il parle de servir le roi, de participer à quelque chose de grand. Jean ne sait ni lire ni écrire. Il ne sait pas ce qu'est le mercure. Il ne sait pas ce qu'est un miroir vénitien. Il sait seulement qu'il doit nourrir ses enfants. Il signe d'une croix au bas d'un document qu'il ne peut pas déchiffrer. Et il part pour Saint-Gobain. Les premiers mois, Jean est fier. Il travaille dans un atelier immense, plus grand que tout ce qu'il a connu. Il manipule des matériaux précieux. Il participe à la fabrication d'objets qui iront décorer le palais du roi. Lui, le fils de paysan, contribue à la gloire de la France. Le soir, il rentre dans sa petite maison près de la manufacture. Il raconte sa journée à sa femme. Il joue avec ses enfants. Il dort du sommeil du juste. Il ne remarque pas que ses mains tremblent légèrement quand il porte sa cuillère à sa bouche. Après 1 an, les choses changent. Jean dort mal. Il se réveille plusieurs fois par nuit, trempé de sueur. Il fait des cauchemars qu'il ne peut pas décrire, des visions de mercure liquide qui l'engloutit, des miroirs qui se brisent en 1000 éclats. Ses mains tremblent de plus en plus fort. Au travail, ses collègues le remarquent. Ils ne disent rien. Ils tremblent aussi. Jean devient irritable. Il s'emporte pour des riens. Il crie sur sa femme. Il effraie ses enfants. Le soir, il reste assis dans le noir, le regard vide, incapable d'expliquer ce qui lui arrive. Les maux de tête sont constants, une douleur sourde derrière les yeux qui ne le quitte jamais. Mais il continue à travailler, parce qu'il n'a pas le choix, parce que sans ce salaire, sa famille mourra de faim, parce que personne ne lui a dit que c'est le travail lui-même qui le tue. Après 2 ans, Jean ne reconnaît plus ses enfants. Il les regarde avec des yeux vides. Il demande à sa femme qui sont ces étrangers dans sa maison. Parfois, il l'appelle par un autre prénom. Parfois, il ne sait plus où il est. Ses mains tremblent si fort qu'il ne peut plus travailler. Le contremaître le renvoie chez lui. On lui verse une petite pension. De quoi survivre, pas de quoi vivre. Jean passe ses journées assis devant sa porte. Il marmonne des phrases sans suite. Il rit sans raison. Il pleure sans raison. Ses voisins détournent le regard quand il passe devant lui. Ils savent ce qui l'attend. Ils ont déjà vu d'autres hommes finir ainsi. Un matin, sa femme le trouve immobile dans son lit.
Il a 40 ans. Il en paraît 70. La veuve de Jean reçoit un secours de la manufacture. Quelques livres. De quoi payer l'enterrement. Pas de quoi élever 3 enfants. Elle n'a aucun recours, aucun tribunal à qui s'adresser. Le concept d'accident du travail n'existe pas encore. La maladie de son mari n'a pas de nom officiel. Personne ne fait le lien entre le mercure et la mort. Ou plutôt, ceux qui pourraient faire ce lien préfèrent se taire. Elle reprend la ferme familiale. Elle travaille du lever au coucher du soleil. Ses enfants grandissent sans père. Ils n'iront jamais à Versailles. Ils ne verront jamais la galerie des glaces. Ils ne sauront jamais que leur père est mort pour que le roi puisse contempler son reflet. Jean n'est pas un cas isolé. Les archives de Saint-Gobain mentionnent des dizaines de secours aux veuves, des dizaines de pensions versées à des ouvriers invalides, des dizaines d'hommes remplacés sans autre explication. Combien sont morts exactement? Personne ne le sait. Personne n'a voulu compter. Les historiens estiment aujourd'hui que plusieurs dizaines d'ouvriers sont morts directement du mercure. Des centaines d'autres ont été handicapés à vie, tremblements permanents, perte de mémoire, folie. Leurs noms ont disparu, leurs visages sont oubliés. Ils n'ont laissé aucune trace, sinon ces mentions froides dans des registres comptables. Secours versés, ouvriers remplacés, veuves indemnisées. Comme si une vie humaine pouvait se résumer à une ligne dans un livre de comptes. Et pendant ce temps, à Versailles, la lumière danse sur les miroirs. Les courtisans s'admirent dans les reflets. Les ambassadeurs s'émerveillent. Louis XIV reçoit les hommages du monde entier dans la plus belle galerie d'Europe. Il ne pense pas aux ouvriers de Saint-Gobain. Pourquoi y penserait-il ? Ce sont des anonymes, des paysans, des hommes sans importance. Mais ce sont eux qui ont rendu sa gloire possible. Chaque miroir de la galerie des glaces porte en lui le sacrifice d'un homme. Chaque reflet contient une part de souffrance. Chaque éclat de lumière a coûté des années de vie. La grandeur des rois repose toujours sur les épaules des invisibles. Faut-il condamner Louis XIV pour la mort de ses ouvriers? La question mérite d'être posée, et la réponse n'est pas simple. Au XVIIe siècle, la notion de santé au travail n'existe pas. Personne ne parle de maladie professionnelle. Personne ne mesure la toxicité des matériaux. Les ouvriers sont des ressources, pas des êtres humains à protéger. Louis XIV ne savait probablement pas que le mercure tuait. Colbert non plus. Les contremaîtres de Saint-Gobain, eux-mêmes, ne faisaient peut-être pas le lien entre le métal brillant et les tremblements de leurs hommes. Ou peut-être qu'ils ne voulaient pas le faire. Car la vérité, c'est que même si quelqu'un avait su, rien n'aurait changé. La gloire du royaume passait avant tout. Les miroirs devaient être fabriqués. Versailles devait être terminé. Et si des paysans devaient y mourir pour cela, eh bien, c'était le prix à payer. Ce prix, personne ne l'a jamais remis en question. Personne n'a jamais dit « arrêtons tout ». Ces hommes meurent. L'indifférence n'est pas une excuse. Elle est un choix. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que les choses changent. Peu à peu, la médecine progresse. Les scientifiques commencent à comprendre les effets du mercure sur le corps humain. Ils documentent les symptômes. Ils établissent des liens. Ils donnent enfin un nom à cette maladie qui tue les miroitiers depuis des siècles. L'hydrargyrisme, l'empoisonnement au mercure. De nouvelles techniques apparaissent. On découvre qu'on peut argentiser les miroirs avec du nitrate d'argent, sans utiliser de mercure. Le procédé est plus sûr.
il donne des résultats tout aussi brillants. Lentement, l'étamage au mercure disparaît des ateliers. Les ouvriers cessent de trembler. Les veuves cessent de pleurer. Mais pendant 2 siècles, des milliers d'hommes ont été empoisonnés. En France, à Venise, partout où l'on fabriquait des miroirs. Des milliers de vies sacrifiées sur l'autel de la vanité des puissants. Et personne ne s'en est jamais excusé. Aujourd'hui, Saint-Gobain existe toujours. C'est l'une des plus anciennes entreprises du monde encore en activité. Elle emploie des dizaines de milliers de personnes. Elle fabrique des matériaux de construction, du verre, des produits high-tech. L'entreprise a reconnu l'histoire sombre de ses origines. Elle ne cache pas que ses premiers miroirs ont été fabriqués avec du mercure. Elle ne cache pas que des ouvriers en sont morts. Mais il n'existe aucun mémorial, aucune plaque commémorative, aucun monument aux victimes du mercure. Ces hommes ont donné leur vie pour que l'entreprise existe et leur sacrifice reste invisible. Peut-être qu'un jour, quelqu'un décidera de leur rendre hommage. Peut-être qu'un jour, une plaque sera posée à Saint-Gobain avec ces mots simples « À la mémoire des ouvriers morts pour avoir fabriqué les miroirs de France ». Ce jour-là, justice sera enfin rendue. Et puis, il y a Versailles. Chaque année, des millions de visiteurs traversent la galerie des glaces. Ils viennent du monde entier. Ils photographient les lustres, les plafonds peints, les dorures. Ils se regardent dans les 357 miroirs. Les guides leur racontent l'histoire de Louis XIV. Ils leur parlent de la grandeur du roi Soleil. Ils leur expliquent comment la France a surpassé Venise. Ils décrivent le génie des architectes et des artisans, mais ils ne parlent jamais des ouvriers de Saint-Gobain. Ils ne mentionnent jamais le mercure. Ils ne racontent jamais que ces miroirs ont tué ceux qui les ont fabriqués. Ce silence n'est pas un oubli, c'est un choix, le même choix que celui de Louis XIV. La gloire plutôt que la vérité, l'émerveillement plutôt que la mémoire. Ce soir, nous avons ouvert une porte. Nous avons traversé le temps pour retrouver ces hommes oubliés. Ces paysans de Picardie qui ont quitté leur champ pour servir le roi. Ces mains anonymes qui ont versé le mercure, étalé l'amalgame, pressé le verre. Ces corps qui ont tremblé, ces esprits qui se sont égarés, ces vies qui se sont éteintes. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de tombe que l'on puisse fleurir, mais ils ont existé, et leur sacrifice mérite d'être connu. La prochaine fois que vous passerez devant un miroir ancien, arrêtez-vous un instant, regardez votre reflet, regardez-vous dans les yeux et pensez à ceux qui ont donné leur santé, leur raison, parfois leur vie, pour que cette surface brillante existe. Pensez aux mains tremblantes, aux mémoires effacées, aux familles brisées. Pensez à Jean et à tous les autres gens dont nous ne connaîtrons jamais les noms. Car derrière la gloire des rois, il y a toujours des vies anonymes, des sacrifices silencieux, des histoires que personne ne raconte. La Galerie des Glaces est un chef-d'œuvre. Elle témoigne du génie français, de l'ambition d'un roi, de la maîtrise de milliers d'artisans, mais elle témoigne aussi d'autre chose, d'une vérité plus sombre, plus humaine, plus universelle. La grandeur a toujours un prix, et ce prix, ce sont rarement les puissants qui le paient. Ce sont les invisibles,